diffuser ses valeurs et de croire en ce que l'on fait et d'être très engagé. Je remercie aussi Robin Soulaz, représentant d'Agir pour cette campagne européenne, et j'excuse le MoDem et le Parti Radical. Normalement, le représentant du MoDem nous rejoindra, et aussi peut-être le représentant du Parti Radical. Nous sommes vraiment unis dans le Loiret pour défendre l'Europe, déjà avant tout. Donc je passerai la parole à Madame le maire qui me dira quelques mots. Ensuite, donc, Yves Clément présentera les candidats. Et Guy Lagoca et Guy Mine aussi parleront d'Europe et vous expliqueront pourquoi il est important d'aller voter et pourquoi il est important d'aller voter pour la liste Renaissance. Mais ça, nous en sommes tous convaincus. Ce qu'il faut maintenant, c'est convaincre au-delà, aller chercher d'autres électeurs potentiels et mobiliser les abstentionnistes. Et je laisserai aussi la parole à Stéphanie Ries pour dire quelques mots avant que Madame la Ministre nous parle aussi d'Europe et ensuite qu'on puisse engager un dialogue avec la salle sous forme de débat et d'échange toujours très constructif. Voilà. Donc Madame le maire. Madame la ministre, Madame la députée, chers collègues et mesdames, messieurs, chers amis, voilà, je suis venue, Madame la ministre, très républicainement vous saluer parce que c'est important, parce que nous vivons un moment décisif et quelles que soient nos convictions personnelles, je pense qu'il est important d'assumer le fait que nous soyons pour l'Europe. Et l'Europe, je parle de à peu près ma génération, on a vécu en paix. Donc c'est grâce à l'Europe. On a voyagé un peu partout. And a special thanks to our English friends. Where are they? I saw them. Donc un petit merci particulier effectivement pour nos amis anglophones parce que c'est un moment extrêmement important dans le cadre du Brexit et je tiens à dire que c'est pour moi une erreur fondamentale pour notre Europe, celle qu'on chérit, celle qu'on aime, celle qu'on doit voir réussir. Je ne sais pas, j'ai ma petite naïveté qui me fait dire que finalement l'Angleterre va rester. J'aimerais tant croire en nos rêves parce que c'est ainsi que ça doit se passer. Donc je voulais vous dire effectivement que ce sont nos valeurs. Alors ici, c'est aussi une question de valeur. C'est pas de savoir qui est dans quel parti, qui appartient à quel... Voilà, l'idée, c'est les valeurs. Et moi, ce que je veux voir gagner, c'est l'Europe. Et c'est les valeurs européennes telles que nous les partageons. Telles que, vous savez, je suis attachée personnellement à la personne de Simone Veil, comme des millions d'entre nous. Et je crois que cette Europe-là, on en a besoin pour nos enfants. Et merci en tout cas d'être venu incarner ce combat. Parce que c'en est un, et aujourd'hui je vois bien que c'en est un. Et donc voilà, je remercie les élus, je remercie effectivement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous longtemps, je vais attendre que vos candidats soient présentés, et puis je partirai à d'autres, je vous prie, je vous présente toutes mes excuses, mais j'ai grand plaisir à vous recevoir, et dans un débat serein, voilà, parce que c'est parfois compliqué. Mais en tout cas, merci parce que c'est un vrai courage. Et merci de soutenir les élus de terrain. Merci à vous. Merci. Alors avec les poteaux, on fait comme on peut. Madame la ministre, Madame la députée, chère Caroline, Monsieur le conseiller départemental, cher Michel, Madame la maire, chère Marie-Agnès, je vais m'en tenir là quand même. C'est bien parce que je vais un petit peu rééquilibrer la parité là comme ça. Voilà. Donc ma mission ce soir, en tant que coordinateur des opérations européennes pour la Renaissance, c'était d'abord de vous rappeler, pardon de tourner le dos, de vous rappeler que la Renaissance c'est une alliance, c'est une force, c'est un combat que nous menons à plusieurs, bien sûr la République en marche, mais également le mouvement démocrate, Agir, dont le représentant est là, et puis le mouvement radical. Ma mission est de vous présenter nos deux candidats qui sont présents ce soir. Je vais commencer par la dame par courtoisie. Elle n'est pas encore tout à fait arrivée parce qu'elle fait le France 3
de 19h, mais elle m'a autorisé à parler d'elle en son absence. Donc évidemment, je vais dire plein de méchanceté, vous pourrez lui répéter. Voilà. C'est une candidate qui est de notre région. Nous avons 3 candidats de notre région sur cette liste. Elle s'appelle Guillemine Héguin, elle habite l'Indre-et-Loire, elle a fait ses études un peu en Europe, un peu plus loin aussi, au Canada, Paris 10 Nanterre, donc là c'est un peu plus près, en Italie, aux USA. Elle a une maîtrise et un doctorat en anthropologie et un post-doctorat en archéologie. Donc déjà ça déménage. Elle est enseignante et chercheuse à Montréal. Elle a été enseignante et chercheuse à Montréal, évidemment elle n'y est plus puisqu'elle est avec nous. Elle est impliquée dans des structures qui œuvrent dans le domaine musical et théâtral pour le jeune public. Et puis elle est enseignante à l'Université de Tours, évidemment en archéologie et en préhistoire. C'est une dame qui est élue municipale depuis 2015 dans une petite commune de l'Indre-et-Loire et elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Maintenant, je vous présente Guy l'avocat, qui vient de nous rejoindre, et que j'ai le plaisir d'aller chercher à la gare des Aubrais. Profil très différent, mais c'est ça qui fait la richesse de notre liste. Guy est un Saint-Cyrien, il a été officier des armées pendant 27 ans, je ne me trompe pas, Guy, c'est ça, voilà. En Allemagne, en France, également dans les forces en Afghanistan, si je me souviens bien. Tu as ensuite créé une entreprise de conseil en responsabilité sociale des entreprises. Tu as travaillé sur le futur service national universel qui démarre dans quelques jours, je crois que c'est au mois de juin, je ne me trompe pas, voilà. Tu es le référent de La République En Marche en Auvergne, voilà, et tu es membre du bureau exécutif chargé de l'égalité des chances. Voilà pour la présentation de 2 de nos 79 candidats, mesdames, messieurs. Et donc je passe tout de suite la parole à Guy, à Stéphanie. Stéphanie. Vous battez pas, Stéphanie. De toute façon, je vais faire assez court parce que ce qui je vais faire assez court parce que ce qui me semble important, c'est qu'on puisse écouter les candidats, la ministre et aussi surtout les échanges qui me paraissent importants. Et surtout, s'il y a un seul message, c'est dans 10 jours le vote, le 26 mai. Il y a une seule chance pour sauver une Europe parce qu'on en est là. Pour avoir des enfants plus ou moins grands, je me dis, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour ça que je suis là à tracter comme tous les marcheurs, c'est quel avenir on leur prépare, c'est pour ça qu'on est engagé en politique en fait, c'est quel avenir on prépare pour notre société, et une France forte, elle sera forte que dans une Europe forte. On pourra mieux se protéger, on pourra mieux manger, on aura un environnement mieux sécurisé. Donc voilà, très court, on doit sauver cette Europe, on doit la transformer, et c'est tout ce qu'on propose dans notre programme, avec cette renaissance qui a un vrai sens, ce mot a un vrai sens, pour une Europe plus forte, plus adaptée à notre société, plus efficace, mais une Europe, donc battons-nous jusque encore 10 jours, et pour avoir pas à se battre derrière. Merci. Bonsoir à toutes et tous et merci, je suis ravi d'être parmi vous. Alors là j'arrive de Paris, j'étais en réunion hier à Paris, donc comme l'a dit Yves tout à l'heure, je suis auvergnat, bon ça se voit pas mais je me suis installé dans cette belle région d'Auvergne en 2009, donc ça fait 10 ans. C'est peut-être l'endroit au monde où je suis le plus longtemps resté parce que je suis un grand voyageur. J'ai grandi en Allemagne pour partie. Aussi en Inde, je suis né en Inde et j'ai vécu pas mal d'années aussi en Afrique. Donc vous allez me dire, mais quel âge a-t-il? J'ai 56 ans, voilà. Donc je me qualifierais comme étant un Français de confession européenne. Un petit peu pour résumer ce qui vient d'être dit précédemment. Parce que voilà, j'ai l'Europe chevillée au corps. J'ai vécu, après ma sortie de Saint-Cyr, j'ai été affecté en Allemagne, où j'avais déjà passé une partie de mon enfance. L'ennemi de l'époque, c'était le pacte de Varsovie, c'était l'Union soviétique. Et je trouvais qu'à cette époque, l'Union était forte. L'Union européenne, hein, je parle.
l'Union européenne était forte, peut-être parce qu'il y avait cette menace. Et cette menace, elle a disparu en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Alors j'ai connu Berlin aussi à l'époque du mur, j'ai connu aussi Berlin sans le mur. Et peut-être le fait qu'il n'y ait plus cette menace et que cette menace devienne un peu diffuse, l'Europe ou les pays européens sont peut-être se sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes. Et pour autant, depuis quelques années, les menaces sont là, qu'on appelle mondialisation, mais qui s'expriment sous différentes formes, que ce soit les flux. On a nos amis Gilets jaunes. Alors à peu près les 2/3 des réunions publiques que j'ai pu faire en France ont été animées par nos camarades Gilets jaunes, donc j'ai un petit peu l'habitude. Ça vaut moins quelque chose. Et donc cette mondialisation, elle arrive à nos portes, elle s'exprime sous différentes formes. La plus visible, c'est les flux migratoires, c'est les attaques ou les pressions qui peuvent apparaître comme amicales, mais qui sont fortes et pesantes sur les nations européennes, notamment quand elles viennent des États-Unis, mais aussi de la Russie. Donc, il y a des menaces, et moi je crois beaucoup en un resserrement des liens des nations européennes par rapport à ces menaces. C'est pour ça que je crois beaucoup à la construction européenne, une construction européenne qui s'est un petit peu endormie, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le président Macron il y a maintenant 3 ans, puisque j'ai fait toute la campagne des présidentielles à ses côtés. Parce que, premièrement, je pensais que c'était le seul candidat qui pouvait battre le Front National dans le paysage politique de l'époque. Quand je dis de l'époque, c'était il y a 2 ans. Et puis, le deuxième point fort de sa vision, c'était l'Europe. Et par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire personnelle, je ne voyais pas la France sans l'Europe. Et j'ai trouvé assez osé, assez formidable de la part d'un candidat qui est arrivé d'un peu nulle part, de parler d'abord d'Europe avant de parler de son pays. Et c'est pour ça que je l'ai suivi, et c'est pour ça que j'y crois toujours, et c'est pour ça aussi que je rejoins Renaissance, parce qu'on a un programme qui n'a pas été construit il y a 15 jours pour être diffusé cette semaine. C'est un programme qui a suivi une phase de maturation très lente, très longue, qui a commencé il y a plus d'1 an avec la Grande Marche pour l'Europe, ça les marcheurs connaissent bien. On est allé frapper la porte de plus de 100 000 Français, on les a interrogés à un moment où on n'était pas censé le faire sur la question européenne, et avec toutes ces données, on a construit ce programme qu'on a confronté aussi à des groupes d'experts, à la fois français et européens, et ça a donné le programme que vous connaissez en 9 piliers, où la question de la défense européenne est aussi assez centrale. Alors ce qui est le plus central dans le programme, bien évidemment, vous le savez, c'est la question de la transition écologique. Alors on a tendance à croire ou à dire que le président de la République s'est un peu verdi avec le temps parce qu'il a subi des chocs qu'il n'aurait peut-être pas souhaité, le départ de Nicolas Hulot, des bouderies de certains écologistes qui étaient dans la majorité présidentielle, et puis s'est révélé un jour favorable à la transition écologique. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui avait besoin peut-être de s'exprimer avec un peu de temps, et je crois que le fait majeur qui l'a fait positionner l'écologie dans le programme européen, c'est la mobilisation des jeunes pour le climat. Parce qu'en fait, on vit un moment de construction européenne qu'on souhaite forte, non pas pour nous, mais bien pour nos enfants. Et je pense que ce geste, et d'ailleurs il l'a dit lors de sa dernière intervention sur le rapport sur la biodiversité, que toutes les mesures qui devaient être prises dans les années à venir, c'était pour nos enfants d'abord. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. On ne peut pas laisser notre Europe et notre planète dans l'état où elle est. On n'est pas les meilleurs élèves.
à la fois on n'est pas les meilleurs élèves en matière de dette publique et encore moins de dette écologique par rapport aux accords de Paris. Et j'ai trouvé qu'il avait une voix forte quand il a annoncé, peut-être contre l'avis des autres nations européennes, que la France ne signerait plus d'accords commerciaux avec les pays qui ne respectaient pas l'accord de Paris ou qui en étaient sortis comme les États-Unis. Et ça, je pense que c'est un moment fort politiquement pour l'écologie, pour le climat, un risque politique énorme vis-à-vis des autres nations européennes. On sait que les relations entre la France et l'Allemagne ne sont pas forcément au beau fixe sur ces sujets-là. Et je trouvais que c'est bien la personnalité de notre président, de cette capacité à prendre des risques, à la fois pour lui, mais aussi pour son pays, mais parce que les décisions qu'il prend vont dans le sens de l'histoire. Moi, je travaille dans la responsabilité sociétale d'entreprise. On sent bien les mouvements de fond, les lames de fond, notamment qui partent de la jeunesse et qui nous poussent à admettre des choses qu'on n'accepterait pas d'admettre il y a 10 ans ou 20 ans. Donc voilà, ce que je voudrais terminer sur ce souhait d'avoir une Europe forte, une Europe fière de ce qu'elle est. On est envié de par le monde. Et je terminerai sur ces propos de Barack Obama qu'il a tenus il y a quelques semaines à Berlin. Et comme je le disais tout à l'heure à la petite conférence de presse, il a fallu quand même que ce soit un président américain qui nous le dise, nous Européens. Vous êtes dans l'endroit de la planète au monde où il y a les meilleurs standards de bien-être, d'éducation et de santé. Donc soyez fiers de ce que vous êtes et soyez fiers de votre construction européenne. Voilà, je vous remercie. Merci Madame le maire. Donc Guillemette n'est pas encore arrivé, on lui donnera la parole tout à l'heure. Peut-être, voilà, si Madame le ministre voulait bien nous dire un petit mot avant de passer aux échanges avec la salle. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Madame la maire pour son accueil, profitant de son départ juste pour qu'elle m'entende encore. Je voudrais aussi, comme vous, remercier Madame la députée, tous ceux qui m'ont accueilli, qui ont organisé cette rencontre, et puis vous saluer toutes et tous, vous dire que je suis ici pour lui, pour Guy l'avocat, qui est l'un de nos candidats, pour Guy Minosé, qui arrivera tout à l'heure, mais puisqu'il est là pour Guy, qui est dans la zone frontalière de l'élection, on va dire possible, par la place qu'il occupe sur la liste, 29e, sur 79, pardon, 26e, excusez-moi, 26e sur 79. Donc 29, ce serait formidable. Si c'était 29e et élu, ce serait formidable. Donc voilà, je suis pour lui. Ah voilà, nous saluons l'arrivée de notre candidate. Bonjour. Donc c'est pour Guy et pour Guinée que je suis présente, parce que je trouve que, évidemment, la liste qui est conduite par Madame Loiseau et qui s'intitule Renaissance, c'est, me semble-t-il, le choix qu'il faut conduire pour l'Europe. Alors pourquoi est-ce que j'y crois et pourquoi est-ce que j'y crois vraiment? J'y crois vraiment parce que, au fond, pour moi, l'Europe, c'est une sensibilité qui s'est construite progressivement, mais très concrètement. Très concrètement. Et pardonnez-moi, je vais juste vous parler un tout petit peu de moi. J'ai un métier dans la vraie vie, quand je ne suis pas ministre. Je suis professeur de droit à l'université, à Toulouse en l'occurrence. Et en tant que professeur de droit public, j'ai énormément enseigné le droit européen. Et donc depuis des années, je suis persuadée que la construction européenne, c'est un moteur extraordinaire de dynamisme des peuples, vraiment de solidarité aussi, parfois, et que c'est un projet formidable. Et donc, vraiment, parce que j'ai eu la chance de rentrer un petit peu dans la mécanique que j'ai enseignée, avec ses défauts, ses qualités, peu importe,
mais on mesure à quel point c'est une utopie qui se concrétise. Et donc ça, je trouve que c'est formidable. Donc je suis prof de droit européen, et puis aussi je suis, comme votre député, je suis maire, M-E-R-E, et comme maire, j'ai eu la chance que mes fils, enfin surtout l'un d'entre eux, puissent, sans que j'ai rien à faire, c'est-à-dire qu'il était dans un lycée public et bon, et il y a eu des échanges avec des pays européens, mais pas un échange d'une semaine. Il est parti 6 mois en seconde en Allemagne. Et c'est évidemment, pour lui, ça a été une découverte extraordinaire. Découverte d'une autre façon d'enseigner, découverte d'une langue, évidemment, découverte d'autres loisirs, d'autres gens, d'un peuple différent. Et donc c'est évidemment une richesse extraordinaire. Et cet échange, qui a donc, je vous disais, duré 6 mois, ça a dessiné en quelque sorte ce qu'il est devenu par la suite. Parce qu'il n'est plus tout à fait jeune, il a 35 ans. Donc l'Europe en tant que mère, et puis l'Europe aussi en tant que mère, mais cette fois-ci M-A-I-R-E, puisque j'ai eu la chance d'être première adjointe au maire de Toulouse il y a une dizaine d'années. Et dans ce cadre-là, j'avais dans mon portefeuille la culture. Et dans le domaine culturel, alors que ce n'est pas une des compétences clés de l'Europe, mais dans le domaine de la culture, il y a ce qu'on appelle les capitales européennes de la culture. Et tous les ans, il y a 2 villes européennes qui sont jumelées et qui sont capitales européennes de la culture. En France, on a eu Lille, qui a eu ce très beau titre de capitale européenne de la culture, Marseille également, et toutes les villes d'Europe, enfin pas toutes les villes, tous les pays, évidemment, cherchent pour l'une ou l'autre de leurs villes. C'est que là aussi, ces villes capitales européennes de la culture, c'est une initiative de Jack Lang et de Mélina Mercouri, qui à l'époque, pour les plus âgés, vous vous souvenez peut-être de la chanteuse, mais elle a aussi été ministre de la Culture en Grèce. Et donc, cette initiative rapproche les pays d'Europe. Donc, vous voyez, pour 1001 raisons, je vous en dis 3 qui m'ont concerné, mais je crois que l'Europe, quand vous vous interrogez, c'est aussi quelque chose de très concret pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est cela qu'il faut faire valoir. Alors, l'Europe, c'est concret, ça peut être concret, mais si on a un regard un peu plus historique ou un peu plus prospectif, les deux formant de l'histoire à la prospective, l'Europe, c'est évidemment et notre histoire, et, je le crois, un espoir. Et je voudrais juste dire un mot sur ces 2 points. C'est notre histoire. J'ai un peu honte à parler devant une historienne, archéologue, je crois. L'Europe, évidemment, d'abord le nom, hein, l'Europe, c'est une princesse phénicienne qui est enlevée par Zeus sur son taureau ailé et qui va la transporter en Crète. C'est là que viendra le nom d'Europe. C'est une très jolie histoire, je trouve. Je ne sais pas si vous avez dans vos fouilles retrouvé les traces de la déesse Europe, mais enfin. Donc c'est une très belle histoire, mais sans remonter à l'Antiquité, évidemment l'Europe, dans notre histoire, c'est la paix. C'est la paix, et c'est ce que disait Madame la maire de Fleury tout à l'heure. L'Europe, c'est la paix. Depuis 1945, notre génération a toujours vécu en paix dans l'Europe. Et pourquoi c'est la paix? Parce que ça a été l'idée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de construire quelque chose de plus grand que chacun des États, un projet qui dépasserait les préoccupations de chacun des États, et un projet qui unirait les gens au-dessus des préoccupations de chacun des États, sans les détruire, pas du tout la question, mais au-dessus. Évidemment, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui est apparu essentiel? C'est le développement économique. Parce qu'il fallait que les gens mangent, qu'ils travaillent, qu'ils construisent, c'est le développement économique. C'est pour ça que l'Europe s'est construite sur les 4 grandes libertés de circulation, circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. Et donc c'est cette idée de construire un mouvement qui allait nous dépasser qui a forgé cette histoire-là. Et moi, pardonnez-moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que cette histoire-là qui nous a apporté la paix et qu'il faut absolument, comme tu le disais, qu'il faut absolument qu'on
lutte pour garder, non pas pour garder un passé, mais pour garder cette idée-là et la faire vivre, la moderniser, la rendre actuelle. Donc l'Europe, c'est notre histoire. Je vous disais, la construction européenne, ce qui a mu nos grands-parents, nos parents, c'est cette idée-là. Évidemment, elle s'est ensuite développée. L'Europe ne s'est pas arrêtée au moment du traité de Rome. L'Europe, après, ça a été en 92, le traité de Maastricht et la création de l'euro, qui est quand même... Alors, ce n'est pas tous les États, 19 États seulement ont décidé de s'unir autour de l'euro. Mais c'est un projet également extraordinairement enthousiasmant. Peut-être chacun d'entre vous se souvient du moment où il a retiré à la tirette les premiers euros. C'était un moment émouvant, évidemment. C'est l'unité, c'est la solidarité. Alors, je ne dis pas que tout va bien dans la zone euro, ce n'est pas mon propos, mais c'est là le sens est très puissant. Et puis, on a eu également, et évidemment ça me concerne particulièrement, en 1997, avec le traité d'Amsterdam, la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Tout ça, c'est des mots, mais je vous dirai concrètement ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous dans 30 secondes. Et puis, il y a bien d'autres dates. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, où on va retrouver, dans cette Charte des droits fondamentaux, les grandes libertés qui nous protègent, les grandes libertés publiques, liberté d'expression, toutes les grandes libertés, l'égalité bien sûr, la dignité, etc., etc. Donc c'est évidemment des valeurs fondamentales pour l'Union européenne que l'on retrouve dans le traité, puisque dans les traités européens, on trouve très tôt, dans l'article 2, que les États membres de l'Union doivent respecter les valeurs fondamentales que sont la dignité, l'état de droit, etc. Donc c'est vraiment la démocratie à laquelle on croit. Donc vraiment, cette Europe, je crois, c'est une histoire, et une histoire qui mérite le respect, non pas pour être figée dans ce qu'elle a créé, mais qui mérite le respect et qui mérite de construire au-delà et pas en deçà, comme certains partis politiques le voudraient. L'Europe, c'est un espoir, je vous disais, c'est un espoir, me semble-t-il, dans ce que cela peut apporter d'extrêmement concret. Et pardonnez-moi, je vais plutôt que de vous dire ce qu'il y a dans le programme de La République En Marche, qui est formidable, de la première à la 79e proposition, je vais juste vous dire 2-3 choses concrètes. L'Europe, c'est, par exemple, dans le domaine économique, vous savez que nous devons évidemment repenser notre économie, la réorienter. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire, on ne peut plus avoir les capacités productivistes que l'on a eues dans les années 50, 60, 75. Aujourd'hui, évidemment, il faut réinventer une économie qui soit centrée sur le développement durable, sur l'écologie, sur la transition énergétique. Il faut réinventer cela. Et qui mieux que l'Europe? Qui mieux que l'Europe? L'Europe, c'est 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. Les États-Unis, 300. Mais quand vous comparez par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport au Brésil, qui sont des puissances démographiques énormes, et donc des puissances économiques potentielles absolument considérables, vous voyez bien que ce n'est pas les pays pris un à un qui ont une chance ou qui pourront constituer des entreprises capables même des entreprises qui, encore une fois, seront orientées vers cette transition écologique. Nous ne pourrons pas constituer de véritables champions européens si nous ne nous unissons pas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va falloir modifier quelques scories dans le traité européen qui nous empêchent parfois de constituer des très grandes entreprises. Bon, donc il faut faire ça. Mais l'Europe, très quotidiennement, évidemment, cela aide au développement des entreprises. Dans mes fonctions d'élu, j'ai eu la chance d'être élu dans une région qui n'existe plus, c'était la région Midi-Pyrénées, maintenant c'est devenu la région Occitanie. Et lorsque j'étais élu à la région Midi-Pyrénées, j'étais en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Mais quand on a des start-up qui veulent créer, qui ont une idée, comment croyez-vous qu'elles sont financées? Par l'argent européen. C'est l'Europe qui vient abonder
pour permettre, alors vous avez évidemment des sous français, mais c'est l'Europe qui vient mettre de l'argent pour abonder sur une idée nouvelle qui va permettre à l'entreprise de se développer. Donc évidemment, toutes les régions, toutes les collectivités qui financent le développement de l'économie, elles vont aller chercher des fonds européens. Évidemment. Et plus simple que ça, un étudiant qui fait une thèse, s'il peut avoir un financement, aujourd'hui d'ailleurs on n'accepte plus les thèses qui n'ont pas un financement. Eh bien, pour avoir un financement, il y a des financements franco-français, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais beaucoup d'entre eux vont chercher un financement européen. Ils s'adressent aux régions, ils développent un projet. Quand ce projet rentre dans une stratégie globale qui correspond à un secteur de développement, que ce soit par exemple l'hydrogène, dans ma région on a beaucoup financé de thèses sur l'hydrogène, mais qui finance la thèse? L'Europe, les fonds européens. Très concrètement, ça veut dire qu'il y a des gens, des entreprises qui peuvent se développer avec de l'argent qui vient de l'Europe. Je voulais vous donner cet exemple pour vous dire que c'est très concret. Je pourrais aussi vous parler des aspects sociaux de l'Europe qui protège. Il est vrai que pendant très longtemps, l'Europe, ça n'a pas été, l'aspect social n'a pas été son point fort. Il faut le reconnaître. Elle ne s'est pas construite sur la défense des intérêts des travailleurs. L'Europe s'est construite sur le développement économique. Je vous ai dit pourquoi, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Europe s'est construite sur cette idée de développement économique. Et puis, dans les années 95, on a commencé à réorienter sur l'aspect protection des travailleurs. Bon. Et là, aujourd'hui, on voit bien que cette Europe-là, elle peut se réorienter vers la protection des travailleurs de manière plus forte, vers la protection sociale de manière plus forte. Ce sont des idées et des faits. Dans les faits, vous avez par exemple la directive sur les travailleurs détachés, qui vient garantir aux travailleurs qui sont détachés de Pologne en France, par exemple, qu'il sera payé en France le même salaire que le travailleur français. Nous avons encore à progresser là-dessus, parce qu'il y a aussi l'aspect cotisation sociale. L'Europe, c'est toujours en devenir, mais déjà, il y a eu des améliorations considérables. Et dans notre programme de La République En Marche, on le dit, on veut travailler sur cet aspect cotisation sociale, on voudrait aboutir à un salaire minimum qui soit adapté dans chaque pays européen, mais qui quand même permette de garantir une harmonisation entre les différents pays d'Europe, parce que c'est bien cela que nous devons faire maintenant. Nous devons essayer de tendre vers une harmonisation aussi bien sociale que fiscale. C'est aussi un point important sur lequel je ne reviens pas là à l'instant, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, l'Europe, concrètement, c'est des appuis pour les entreprises, pour l'innovation, des appuis également pour les travailleurs sociaux. Et puis, l'Europe, je vais juste là vous dire un mot pour terminer de ce que je fais quasiment quotidiennement. L'Europe, l'Europe de la justice, cela existe. Ça peut vous sembler bizarre, parce que la justice, c'est une prérogative de chacun des États. La justice, c'est la souveraineté de chacun des États. Et bien pourtant, malgré cela, l'Europe est très présente dans ce domaine-là, et elle est présente pour apporter des améliorations, pour apporter des plus. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Lorsque nous réfléchissons, par exemple, à la lutte contre le terrorisme, qui est évidemment une préoccupation, vous le savez, de chacun des États membres de l'Union européenne, eh bien, dans la lutte contre le terrorisme, l'Union européenne nous a permis d'aller plus vite et plus fort ensemble. Par exemple, nous avons créé Eurojust. Eurojust qui permet d'échanger des informations entre pays sur des personnes qui ont commis des infractions ou des attentats, puisque c'est le cas en l'occurrence. Nous interrogeons Eurojust qui dispose d'éléments qui nous permettent de centraliser des informations. Eurojust, c'est une création de l'Union européenne. Nous pouvons créer aussi ce qu'on appelle des équipes communes d'enquête, c'est-à-dire qu'un enquêteur français, un enquêteur belge, un enquêteur des Pays-Bas ou allemand vont travailler ensemble.
Et vous allez me dire, mais c'est évident. Non, c'est pas aussi évident que cela. Parce que, comme la justice, c'est une prérogative souveraine, avant que soient créées ces équipes communes d'enquête, il fallait que l'enquêteur français s'adresse à l'État belge, qui s'adressait à l'enquêteur belge, qui faisait remonter à l'État belge, qui renvoyait à l'État français. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est l'enquêteur français qui demande à l'enquêteur belge. Très facile, très concret, très immédiat. De la même manière, on a créé le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen fait que si un magistrat français veut qu'on arrête un citoyen allemand, pour de bonnes raisons évidemment, il va le demander au juge allemand, qui va procéder à l'arrestation et qui va le renvoyer en France. Vous n'avez plus besoin de passer par les États, vous vous adressez directement au magistrat de l'autre État membre. Et ça, c'est à la fois très concret, très pratique et très beau sur le plan théorique. Pourquoi ? Parce que sur le plan théorique, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? On peut faire cela parce qu'il existe entre chaque pays d'Europe un principe de base qui s'appelle le principe de confiance mutuelle. Ce mot, je ne le dis pas devant vous parce que c'est un mot simple, le mot de confiance. Il est à la base des traités européens. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, on a confiance dans l'autre État. Et puisqu'on a confiance dans l'autre État, ça veut dire que si un juge allemand demande un ressortissant français parce qu'il a commis un crime en Allemagne, eh bien, le juge français va pouvoir envoyer le ressortissant dans le pays qui l'a demandé, parce qu'on a confiance et il y a un principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. C'est la base de l'Europe, ce principe de confiance. Et c'est cela qu'il faut faire vivre. Je vous disais, l'Europe de la justice, c'est la protection. Mais c'est aussi la vie de tous les jours. C'est aussi la vie de tous les jours. Combien de Français épousent des Allemandes, ou combien d'Espagnols épousent des Françaises ou des Italiens, peu importe. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il faut savoir que dans tous ces couples binationaux, il n'y a rien de plus concret que ça. Dans tous ces couples binationaux, ce qui va être décidé dans un État sera immédiatement applicable dans l'autre. Quand il y a, imaginez un Français qui épouse une Espagnole, ils se séparent, il y a un problème de garde d'enfants, le juge espagnol va dire que les enfants sont gardés par la mère qui est en Espagne, eh bien ce sera applicable pour le père français qui sera rentré en France. Tout est immédiatement applicable dans la vie quotidienne, tout cela est très simple, et évidemment, ce sont des appuis et des atouts tout à fait considérables. Donc, je ne fais là que dessiner quelques éléments, mais vous voyez que, y compris dans le domaine de la justice, on est sur des choses qui sont à la fois, qui ont du sens pour les États, quand on parle de lutte contre le terrorisme, mais qui ont aussi du sens pour chacun des citoyens, et c'est évidemment cela qui est important. Je terminerai juste sur l'aspect justice, je pourrais évidemment dire bien des choses, notamment que vient d'être créé il y a très peu de temps un parquet européen qui va permettre, avec tous les États membres qui ont signé cet accord sur les parquets européens, de lutter contre la fraude fiscale au budget européen. Donc c'est encore un atout qui est important. Vous savez, il y a beaucoup de fraude à la TVA, vous en avez sûrement entendu parler, la TVA. Et donc le parquet européen qui vient d'être créé va permettre de décupler nos possibilités de lutter contre cette fraude fiscale, ce qui est évidemment tout à fait important. Plusieurs milliards d'euros. Je terminerai juste pour vous dire que, évidemment, la justice, c'est aussi l'état de droit. Je le précisais tout à l'heure, l'état de droit, c'est-à-dire le respect des valeurs qui fondent l'Union, doit être partagé puisque c'est dans les traités qui nous lient. Vous savez que certains États en Europe, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, je pense à la Roumanie, certains États parfois ont des tendances à s'éloigner de cet état de droit. De deux manières. C'est toujours l'indépendance de la justice qui est en cause. Les États vont essayer de faire en sorte que les juges ne soient pas indépendants. Ou bien, c'est la liberté des médias qui est en cause. Et là encore, il y a des tentatives pour faire en sorte que la liberté d'expression, la liberté des médias ne soit pas forte. Eh bien, évidemment, le fait d'être dans l'Union européenne
doit être une garantie contre ces dérives et doit permettre de lutter contre ces dérives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, les dispositifs pour permettre de lutter contre ces dérives sont un peu complexes. Sachez qu'ils existent et sachez que, évidemment, c'est une forme de protection pour nous tous. Voilà, je ne veux pas être plus longue, je préfère répondre à vos questions, mais vraiment, vous voyez, moi je suis très honnête, je trouve que c'est un projet extraordinaire, l'Union européenne, extraordinaire. Ce n'est pas un projet qui est abouti, et c'est heureux, aucun projet humain n'est jamais abouti, la démocratie n'est jamais aboutie. Finalement, il faut toujours lutter, travailler pour améliorer. On voit bien en France, quand on veut améliorer la démocratie participative, on cherche toujours à aller plus loin. Donc l'Europe, ce n'est pas un projet définitif sur lequel on peut se reposer, c'est un projet porteur, c'est un projet d'avenir auquel je crois. Et je terminerai en disant qu'à Orléans, vous avez déjà un pont qui s'appelle le pont de l'Europe, si je ne me trompe pas. Vous avez déjà, je dirais, physiquement, qui relie, c'est très beau, le pont de l'Europe, ça relie deux rives. Extraordinaire. Alors j'espère, comme Madame la maire, que ça nous permettra de garder un peu l'Angleterre avec nous, mes enfants. Nous verrons. En tout cas, vous avez ici le pont de l'Europe. Et puis surtout, vous le savez, nous fêtons les 500 ans de la mort de Vinci. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que qui d'autre mieux que lui n'exprime la Renaissance, qui est le nom de notre liste. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, comme Guillemine nous a, on va dire quelques mots aussi sur l'Europe et sur son engagement sur cette liste. Et ensuite, nous aurons un moment d'échange avec le public. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Désolée d'être arrivée un peu en retard. Alors là, on a eu un exposé absolument magnifique de Madame la Ministre sur non seulement sur ce que l'Europe nous a apporté, mais sur ce qu'elle pourra nous apporter. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je voudrais peut-être juste vous dire pourquoi moi je me suis engagée, moi qui n'ai jamais fait de politique jusqu'à il y a à peu près 2 ans, comme un grand nombre de personnes qui sont entrées en politique avec La République En Marche. En fait, moi j'ai découvert, si vous voulez, ma conviction européenne quand j'étais à l'étranger. Je suis tourangelle d'origine, j'ai grandi en Touraine, et puis ensuite je suis partie pendant plus de 25 ans à l'étranger, où j'ai vécu au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, avec des retours en Grèce, en Italie, puisque, comme l'a dit Madame la Ministre, je suis archéologue, mais préhistorique. Ça remonte à très très loin, en fait, en arrière. Et en fait, bon, comme je suis née dans les années 60, effectivement, on est européen, on n'y pense pas, en fait, on est européen comme on est français. Et c'est vrai que c'est en vivant à l'étranger que je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était qu'être européen. J'ai réalisé, je me suis rendu compte de cette identité, j'ai réalisé ce qu'était que cette identité européenne, cette façon de voir les choses, cette façon d'appréhender le monde. Parce que quand vous êtes en Europe, on a l'impression qu'on est tous très différents. Quand vous êtes à l'extérieur, quand vous vous retrouvez au Pérou, ou au Chili, ou dans le fin fond des États-Unis, vous rencontrez un Hongrois, vous rencontrez un Lituanien, vous rencontrez un Espagnol, vous savez qu'il est européen. Il y a quelque chose. Et c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment à ce moment-là, durant ces années à l'étranger, que je me suis rendu compte de cette importance d'être européen. Et donc, lorsque je suis revenue en France, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu m'engager. Donc j'ai choisi avec mon mari et mes 2 enfants d'habiter à la campagne. Donc je travaille à Tours, mais nous habitons dans un petit village à la campagne. Et là, j'ai voulu m'engager localement. Donc je suis devenue conseillère municipale et ça m'a permis en fait de prendre conscience de la réalité, de la ruralité. Bon, moi, je suis ce qu'on appelle une néo-rurale puisque je ne vis pas de la campagne, mais je suis avec des gens qui en vivent et du coup, ça m'a vraiment permis de développer une sensibilité par rapport à ce que c'était de vivre à la campagne en tant que néo-rural, mais aussi avec des gens qui en vivent. Et donc ça, c'est une sensibilité que j'ai développée et qui est quelque chose qui me touche beaucoup, même au niveau européen, puisque bon, vous savez que notamment la PAC en fait, est quelque chose qui compte énormément donc, pour les agriculteurs. Et là, justement, si je suis arrivée en retard, c'est parce que j'étais en fait sur
JT de France 3, en fait, Centre Val-de-Loire, et on m'a posé la question justement par rapport à des problèmes liés en fait à l'agriculture, donc des agriculteurs qui cultivent des betteraves et qui n'ont pas été payés depuis des années alors qu'ils sont en bio. Et justement, ça c'est quelque chose que nous voulons changer avec la liste En Marche. Nous voulons justement que à la fois la transition écologique et l'agriculture soient ensemble, plutôt que de les opposer, au contraire, de travailler en fait les choses ensemble, de façon à ce que la PAC, le montant qui est alloué à la PAC ne soit pas diminué, contrairement à ce qui est pour le moment en fait un petit peu dans les tuyaux, et que les montants de la PAC soient en fait redistribués, non plus en fonction de la superficie, mais plutôt en fonction donc des besoins, et surtout pour les besoins de ceux qui vont adopter des pratiques plus vertueuses, vers donc une agriculture plus verte, et effectivement vers des exploitations plutôt familiales, qui est le modèle que nous privilégions en France. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je suis très sensible, très sensibilisée, et j'ai vraiment envie donc de travailler sur ce sujet. Et l'autre point extrêmement important, c'est l'Europe et les territoires, ce qui nous touche tous ici. Et c'est vrai que je crois qu'il y a effectivement une sorte de fossé entre les deux. Et justement, notamment ces fonds qui n'arrivent pas aux agriculteurs, ce n'est pas un problème de l'Europe. En fait, c'est plus un problème de gestion au niveau national. Et c'est ce qui fait que très souvent, les gens vous disent, écoutez, l'Europe, non, c'est loin, l'Europe, en fait, est trop bureaucratique, et puis quand il y a un problème, c'est toujours l'Europe. Les bienfaits sont nationaux, les problèmes sont européens, on le sait. Et alors qu'en fait, là, effectivement, les fonds, ils ont bien été donnés par l'Europe, mais vous savez que ce sont les régions qui les gèrent. Et très souvent, donc, il y a en fait des laps de temps entre les deux, et ce qui fait que bon, les gens se disent, bon, l'Europe finalement nous pose problème, alors qu'en fait c'est plus au niveau des régions où il y a un problème donc de gestion de ces fonds. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, je voulais juste vous dire qu'avec la liste En Marche, ce que nous voulons, c'est former un groupe qui soit à la fois cohérent, qui soit aussi capable d'être un nouveau levier au niveau du Parlement européen. Vous savez que le Parlement européen, excusez-moi, je ne regarde pas beaucoup ici parce que j'ai un peu de soleil dans les yeux. Vous savez qu'au niveau du Parlement européen, donc, il y a deux grands groupes, donc il y a les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens qui depuis très longtemps en fait finalement gèrent les grandes politiques. Et là justement, avec la liste Renaissance qui va s'allier avec d'autres groupes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes envies de transformer l'Europe, nous allons essayer de former un groupe qui pourra faire levier et qui pourra justement permettre de ne plus toujours avoir ces deux groupes qui décident, mais qui sera obligatoirement obligé de passer par nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est pour ça que, au-delà du groupe de la liste Renaissance, on est déjà avec d'autres groupes européens pour former ce groupe central au Parlement européen. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez plein de questions à poser, surtout avec tout ce que nous avons déjà entendu. Donc je vous remercie. Et puis, je terminerai juste peut-être par une phrase que j'ai entendue l'autre jour de Cohn-Bendit, qui était à Bobino, et qui disait « On arrête de dire l'Europe, oui, mais on dit juste l'Europe, point barre. »